Permettez-moi d'introduire la discussion en vous citant un proverbe marocain. Alors, quand, après des présentations brillantes, il s'agit que quelqu'un demande la parole, pose une question, en fasse un commentaire, la sagesse millénaire des Marocains, notre pays hôte, disent « Le premier qui parle, il est ou bien un leader, ou bien il est béni par ses parents, ou bien il est généreux. » J'ai à ma droite quelqu'un qui est les trois. La première question est pour toi. Quelle question tu veux que je pose? Non, en fait, si je devais poser une question, je vais en poser beaucoup. Moi, je préfère laisser un petit peu à tous ceux qui sont présents, qui sont déjà intervenus, de pouvoir réagir entre. Moi, je me réserve cette chance de profiter de la présence de tous ces experts, de tous ceux qui connaissent bien les choses. Bien, merci. Mais parfaitement que tu devais dire ça. C'est le cas où ce qui va sans dire va encore mieux en le disant. Après notre haut-commissaire, qui est donc la plus généreuse? Madame. Juste pour lancer un peu le débat, j'étais vraiment interpellée par ces nouveaux comportements de nationalisme et de protectionnisme. Et c'est vrai que c'est tout à fait vrai. Et récemment, par exemple, je lisais un papier, puisque vous savez qu'en Algérie, il y a des dispositions, il y a une nouvelle législation qui a été faite, donc pour un petit peu verrouiller et puis fermer. Par exemple, on exige quand il y a donc un investissement étranger qui est 30% qui soit donné donc à l'investisseur national. Et je sais qu'il y a une levée de boucliers françaises, mais aussi allemands. Par exemple, on a demandé aux Allemands de ne plus investir dans ce pays. Donc, dès qu'il y a une réaction qui est dans ce sens, de dire, et encore c'était juste 30%, ben, vous voyez un petit peu les conséquences. Donc, à Monsieur le ministre de l'Argentine, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qui peut être fait? Et quelle est la capacité de réaction de ces pays? Parce que bon, ces pays ont quand même besoin d'investisseurs étrangers, ils ont besoin de ce savoir-faire, de ce know-how, de ce transfert de connaissances. Donc si on verrouille, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Merci, madame. Que cette question a également été présentée par le ministre du Ghana et on peut dire que M. Guillou, quand il parlait de l'économie de la défiance, pourra peut-être aussi y répondre. Je propose cependant que nous réunissions quelques questions parce qu'on a vraiment très peu de temps et donc comme ça on pourra après donner la parole à chacun des intervenants. Mon frère Ibéric, s'il vous plaît. Merci. Oui, je voulais commenter surtout sur l'intervention de l'ex-ministre, M. Papa Kwesi. Je crois qu'il est absolument... Je suis absolument d'accord avec lui, avec cette idée de nouveau nationalisme économique. On nous recommande deux choses et maintenant on doit faire, les autres font le contraire de ce qu'ils recommandent. Je crois qu'il y a, sur la base de cette contradiction, je crois que ce qui apparaît, c'est une espèce de double langage qu'on a dû subir durant ces dernières années, avec des pays qui défendent un modèle néoclassique pour les autres et qui prennent un modèle néo-schumpeterien absolu, avec innovation, meilleure forme de compétitivité, etc. Donc je crois qu'il va falloir être très clair maintenant, et surtout si on est en train de penser à un futur tricontinental atlantique, quel est le modèle dont on parle? Est-ce qu'on garde ça pour notre stratégie de Lisbonne, et on parle entre nous d'innovation et de connaissance, et je ne veux pas parler d'économie de la connaissance à la classique, à la formation, à l'éducation, aux formations continues, non, je parle connaissance pour la compétitivité, comme notre ami de Ghana nous le disait, parce que c'est de ça que les pays en développement ont vraiment besoin. Et ça rejoint aussi les paroles et la présentation faite par l'OCDE qui vient nous dire que les solutions viendraient du côté de l'innovation, R&D et économie verte. Très bien, mais l'innovation et le R&D, ça a été l'économie de la connaissance à la classique, ça veut dire infrastructure de connaissance, qui veut dire je vous vends des IBM, des ordinateurs et vous me rendez l'énergie. Et je ne crois pas que ce soit ça non plus qu'on attend de la tricontinentale atlantique. On ne veut plus seulement de l'infrastructure de la connaissance, mais de la connaissance pour la compétitivité, comme notre ami du Ghana vient de nous le signaler. Donc, si tricontinentale atlantique on arrive à construire, je pense que ça va être pas avec deux pensées différentes, mais avec une seule, parce que l'innovation et la globalisation maintenant le permettent. Le néo-schumpeterianisme n'est pas seulement pour les pays développés, c'est pour tous.
Et on peut y puiser beaucoup dedans. Mais je ne veux pas dire, j'ai passé 25 ans à la CNUSET et je suis accoutumé à défendre les pays du groupe de 77. Je vois toujours une absence d'innocence dans les choses qui se passent. Je ne suis pas certain que l'on ne parle pas de connaissance et d'innovation et qu'on ne le fasse pas exprès. Il pourrait y avoir de secondes visions stratégiques à ce sujet. Donc pas de langage et surtout, et quelqu'un l'a dit aussi ici, le modèle de coopération pour le développement ne marche pas parce qu'il est appliqué sur un modèle néoclassique qui, on sait très bien, ne marche pas. L'ouverture commerciale pure et dure recommandée aux pays en développement n'a rien donné parce que les routes sont là, mais les voitures n'y sont pas. Et pour construire les voitures, il faut faire de l'innovation. Merci. Merci beaucoup. De nouvelles questions, je vous en prie. Si vous pouvez vous identifier pour l'enregistrement. Monsieur Castro d'Espagne vient de parler. Oui? Non? C'est le troisième, ça marche toujours. Moi, je m'appelle Ahmed Youraoul Hay, je suis enseignant de sciences économiques en Mauritanie. J'appartiens à une catégorie de personnes qui ne croient pas que dans l'histoire il y a des miracles et qui ne pensent pas que dans l'histoire il y a des accidents. Or, j'ai l'impression, chaque fois ici qu'on a discuté de la crise depuis ce matin, qu'il s'agit de quelque chose qu'il faut saisir en dehors du temps et de l'espace. Or, moi, j'ai l'impression que si le monde a changé, le monde dans lequel nous nous trouvons, les problèmes, eux, ils sont toujours identiques, ils sont toujours là. On a parlé ce matin de taux de croissance qui sont faibles. On a parlé des changements géographiques qui condamnent l'ère des destinées singulières. On a parlé de la recherche d'une nouvelle architecture financière mondiale. Ça m'a ramené à l'esprit la conférence de Gênes, Bretton Woods, le plan White, John Maynard Keynes, etc. On parle de revalorisation du rôle de l'État. On parle de nouvelles politiques publiques avec leurs défis et leurs risques. On parle de nouveaux modèles pour la gestion des entreprises. On parle des transformations politiques qui surviennent après les crises avec la montée des autoritarismes, etc. Tout ça, ce sont des choses que nous avons connues et qui ne sont pas des éléments nouveaux. Alors pourquoi s'en étonner et pourquoi les analyser comme si c'était des phénomènes qui étaient là assis sur un nuage et qui tombent du ciel subitement? Je pense qu'on ne peut pas faire l'économie d'une réflexion historique qui puisse savoir pourquoi on en est là. Quelles sont les stratégies passées et présentes qui ont été mises en œuvre? Quelles sont les tendances lourdes de l'évolution telle qu'elle s'est profilée au cours du dernier quart de siècle? Quels sont les acteurs essentiels de la situation actuelle? Quels sont les points de bifurcation que l'on peut remarquer? Quels sont les germes de changement qui sont perceptibles? Quels sont les défis à relever? Quelles sont les leçons que l'on peut tirer du passé? C'est à partir de ces éléments, entre autres, que l'on pourra éventuellement envisager la période post-crise et les solutions éventuelles qui peuvent en être tirées. J'aurais bien voulu que notre assistance puisse discuter de ces questions parce qu'il ne s'agit pas d'un accident, il ne s'agit pas d'un miracle, il s'agit de la conséquence logique d'une longue évolution historique avec les conséquences qui en découlent. Le deuxième élément est relatif, et je m'arrêterai là, sur les sentiers à ouvrir pour pouvoir, donc, dans le cadre de la tricontinentale atlantique, essayer de trouver les solutions adéquates. Je pense que la problématique de notre atelier de cet après-midi est la bonne. On doit parler de commerce, d'investissement, on doit parler de compétitivité. Quelqu'un a parlé d'innovation. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Je pense que ce sont là les 4 variables sur lesquelles il va falloir mettre l'accent. La géographie est là pour nous aider dans ce sens. Et c'est dans ce cadre que cette tricontinentale se justifie. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Hay. Je crois que nous sommes contraints de terminer les questions parce que sinon nous n'allons pas donner la possibilité à ce qu'il y ait des réponses ou du moins des essais de réponses. Moi, je voudrais insister
sur le point de l'importance de l'innovation. En effet, il y avait 2 slides là-dessus dans la présentation originale. Le premier était tout à fait classique, il y avait des pourcentages du PIB, comme il aurait pu y avoir des pourcentages du PIB pour l'aide ou dans les indicateurs du programme de Lisbonne qui a également été invoqué. Le deuxième slide donnait des indications qualitatives. Je me demande si on ne pourrait pas le développer un petit peu, parce que c'est justement de pistes institutionnelles concrètes c'est justement des pistes institutionnelles concrètes que nous cherchons. Et à ce niveau-là, la deuxième présentation nous a parlé des organisations non gouvernementales, avec cependant une portée sur le système onusien de commission économique. Tout à fait intéressant, tout à fait concret. Peut-être même pourrait-on le faire, puisque, comme il a été indiqué, vraiment la déconnexion est très claire et avec les réalités qui se sont développées depuis. Également, l'implication des universités. En tant qu'universitaire, évidemment, j'ai tout à fait conscience des difficultés et ça me permet aussi d'insister sur l'élément institutionnel que l'on peut glaner de plusieurs des présentations. Par exemple, quand le ministre argentin pose la question « Est-ce que le Fonds monétaire saura quoi faire de l'argent ?» Eh bien, nous tous qui connaissons le Fonds monétaire, nous nous posons cette question. Mais il faut en poser une autre. Qui, si ce n'était pas le Fonds monétaire, aurait pu recevoir ce gigantesque cadeau? Naturellement, ce n'était pas un cadeau aussi grand qu'on le disait, puisqu'une grande partie de l'argent était déjà présenté. Et l'autre, on ne sait pas s'il va être en fait versé. Et donc c'est là que je reviens au point de la différenciation, de voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut trouver des structures qui, même si elles ne fonctionnent pas très bien au niveau national, peuvent fonctionner au niveau régional ou même multirégional. Et à ce niveau-là, je parle en l'absence de notre hôte, donc je peux être plus à l'aise, les instituts de prospective, qui ne sont ni universitaires, ni privés, ni ONG, enfin qui ont quand même une particularité assez grande, une similarité assez grande. Rappelons-nous que aussi bien le système onusien qui vient d'être évoqué, mais la Commission européenne elle-même, si frileuse ces temps-ci, ont à l'origine les systèmes de planification. Voilà donc également un réseau qui pourrait s'annoncer à la suite de nos travaux. Et quand on parle d'aspect idéologique, on peut le faire, naturellement, c'est normal. On voit bien qu'il peut y avoir des solutions plus dramatiques, d'autres peut-être moins, mais une chose est certaine, les réponses vont venir de gouvernance complexe. On ne peut pas penser qu'on peut faire l'économie de l'État-nation, mais on ne peut pas non plus sombrer dans l'intergouvernementalisme. C'est vrai en Europe, où il y a quand même un capital commun historique assez considérable, malgré l'énorme diversité des situations. Et s'il y a donc là une leçon, c'est qu'il faut trouver des systèmes, des combinaisons d'institutions. Là encore, la base de connaissances est beaucoup plus élevée, aussi bien dans l'OCDE qu'il se trouve, par exemple, pour les statistiques technologiques de l'Organisation des États islamiques. C'est quelque chose qu'on ne sait pas souvent voir, c'est que, à part les pays de l'OCDE et les pays de l'Organisation des États islamiques, nous n'avons pas de données comparatives sur la science et la technologie. Voilà donc également un travail pour ces instituts de prospective s'ils le souhaitent. Je terminerai avec cette idée de défiance ou de confiance. Il y a un jeune économiste français, Yann Algan, qui a écrit un livre sur la société de la défiance. Et ce n'est vraiment pas quelque chose des pays émergents uniquement. Et donc, sachons aussi, j'imagine, Atlantique ou non, de retenir le point de vue global. Et ça, je crois qu'il a été très bien illustré par notre illustre hôte de Chine, qui nous a bien dit que, évidemment, la Chine peut être atlantique à un niveau civilisationnel. Ne soyons pas, je vous en prie, prisonniers de la géographie. Atlantique, oui, mais avec du bon sens et avec une vision d'avenir. Voilà ce que j'avais à vous dire pour nourrir éventuellement les réponses, que je vais prendre en ordre inverse de leur
présentation initiale, en laissant donc, une fois de plus, la dernière parole à une organisation internationale qui respecte les délais. Donc je suis sûr qu'elle répondra très rapidement. Alors, Monsieur le Ministre, avez-vous quelque chose à ajouter? Je vous prie de dire oui, mais d'être très bref. Merci. D'accord. Sur le thème de la science et la technologie, je crois que c'est difficile de ne pas être d'accord. Je crois que nous savons tous l'importance extrême que ça a. Mais pour la OCDE, je crois que ce serait très intéressant aussi d'analyser l'effet négatif sur les pays en voie de développement d'une politique d'acceptation d'immigrants où on favorise celles qui ont été formées et on refuse les gens qui ne sont pas qualifiés. Parce que sinon, on risque de... vous parliez des investissements et de verrouiller des investissements. On risque cet autre effet qui est aussi grave, de former des gens, de mettre beaucoup de ressources des États en voie de développement pour former des gens qui finalement sont absorbés par les pays développés. Donc je crois que ça, c'est au moins aussi grave que le thème de l'investissement et le verrouillage de l'investissement. Merci. To add something to what you already said, Papa Kwesi. Would you like to add or reply briefly, please? I just want to re-emphasize the point that we must confront this contradiction and make certain that the point about competitiveness, increasing domestic competitiveness on the part of the weaker economies, that if we're going to do anything at all, if anything that can help make that happen, for me, that will help us deal with the issue of global financial crisis. Merci, Monsieur Guillou. J'ai deux remarques. La première, c'est sur l'intervention de notre ami mauritanien. Je partage tout à fait votre approche, bien que j'ai évoqué cette notion de changement dans l'histoire. J'ai bien choisi mes mots, j'ai parlé d'une grande mutation. Ceux qui me connaissent, ceux qui m'ont déjà écouté, ça fait depuis 5-6 ans que je passe au Maroc dans les différents forums qu'a organisé M. Larlemi et que je n'arrête pas de sensibiliser sur le fait que nous sommes sur une grande mutation. Mutation que nous connaissons déjà depuis un certain temps. Il suffit de relire Toffler, il suffit de relire Thierry Gaudin, etc. Donc on ne découvre rien. Simplement, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous sommes aujourd'hui confrontés à ce que vous récusez, qui est cette notion d'accident? Et que moi j'utiliserais plutôt le terme de trou d'air, comme vous savez, comme dans les turbulences quand vous êtes en vol. C'est tout simplement que depuis 20 ans, alors que nous avions une occasion historique après la chute du mur, nous avions une occasion historique d'investir, mais d'investir sur des dimensions extrêmement profitables pour l'humanité. Le changement de source d'énergie dans la motricité, le traitement des questions d'environnement, etc., etc. Je passe, y compris même sur la formation des individus avec l'émergence de l'Internet et des nouvelles technologies de l'information. Qu'est-ce que nous avons fait depuis 20 ans? Depuis 20 ans, nous avons créé des économies du hors-bilan, privatif aux États-Unis, public en Europe. Nous avons entraîné l'ensemble de nos sociétés dans un endettement non productif et nous avons fait croire à nos sociétés que nous pouvions créer de la richesse avec de la monnaie de singe en inventant ce qu'on appelle des leverage, c'est-à-dire des effets de levier non contrôlés, non régulés, non administrés et non gouvernés. Donc je veux dire, aujourd'hui, on a un gros trou d'air qui secoue l'ensemble de l'Occident, l'ensemble de l'Occident est sinistré, et qui a des effets collatéraux et graves sur l'ensemble de l'humanité. Donc on ne peut pas, je veux dire, on a une responsabilité face à l'histoire. L'histoire est toujours tragique. L'histoire est toujours tragique, non pas parce que l'histoire veut être tragique, mais parce que nous, les Homo sapiens sapiens, faisons tout pour créer la tragédie. La deuxième chose, c'est sur ce que vous avez évoqué, et c'est sur cette espèce d'intelligence collective qu'il faut mettre en place. Je suis désolé, mais dans les stratégies, je suis un entrepreneur. J'étais à l'exécutif d'un certain nombre de grands groupes mondiaux et de grands groupes mondiaux qui étaient encore dans ce monde ancien du monde industriel.
et nous avons encore un câblage et un disque dur de manufacturier. Et nous pensons que dans une stratégie d'investissement, eh bien, il y en a à peu près 8 ou 9, sur $10, il y a 8 ou 9 $ qui sont consommés par le hard, et que, il y a le résidu qui sert à faire un peu de recherche et développement et un petit peu de formation sur les hommes. Mais je suis désolé, la grande mutation que nous vivons, c'est l'inverse. C'est qu'aujourd'hui, avec la globalisation dont vous parlez, monsieur, qui est une standardisation, en fait, une standardisation via les technologies, notamment des technologies des systèmes d'information et de communication, eh bien, aujourd'hui, le coût du hard, ce n'est plus que 1 à 2 $, et il faut investir massivement les 8 autres $ en formation, en continuum humain, et puis en recherche et développement. Parce que nous sommes en effet sur des logiques complexes de vie, de logique vitale, et en même temps de gouvernance, qui nécessitent une intelligence collective aujourd'hui dans les échanges d'informations, dans la fertilisation croisée de la connaissance et dans l'innovation, qui est extrêmement coûteuse. Et si nous ne prenons pas conscience de cette inversion des paradigmes, eh bien, nous pourrons toujours continuer dans des grands débats institutionnels, et nous ferons comme dans ce merveilleux roman du Nom de la Rose, où nous voyons un certain nombre de prélats qui se réunissent dans une grande salle, dans un grand chapitre, dans un monastère, et puis qui discutent du sexe des anges, et alors qu'à côté de ça se passent des choses absolument extraordinaires, puisque la Renaissance émerge, le baroque émerge, et ces gens-là n'existent plus par la suite. Voilà, donc j'attire votre attention sur le fait que nous ne sommes pas forcément dans un accident, nous sommes dans un trou d'air, un violent trou d'air qui peut générer beaucoup de dégâts et beaucoup de casse. On sait que ça peut générer de la casse, mais faisons preuve d'intelligence collective et utilisons justement l'émergence d'un certain nombre de technologies, de moyens que nous avons pour justement mettre en œuvre cette intelligence collective. Merci. Maintenant, Monsieur Brunel, si vous pouvez être bref. Oui, vous m'interromprez. Bon, de toute façon, je voudrais revenir sur la réflexion du collègue de Mauritanie. Je pense qu'il a tout à fait raison. C'est dans le long terme qu'on peut comprendre les causes de la crise. Mais c'est toujours très frappant de voir à quel point cet ordre d'après-guerre, il avait été pensé finalement, par rapport à nous, était pensé par des génies qui avaient vraiment vu la complémentarité au niveau mondial, raté un peu au niveau régional et raté complètement au niveau, troisième niveau, le niveau social. Parce que, disons-le, l'ECOSOC, malgré tout, a été à la fois un succès et un échec. Il y avait un tripartisme dans le système de l'ONU. Le modèle de l'OIT avait eu beaucoup d'importance. Or, qu'est-ce qu'on voit 60 et quelques années après? Ça aussi, ça a été complètement bradé. La réforme qui avait été suggérée dans la commission Global Governance pour le 50e anniversaire de l'ONU en 1995 est arrivée avec une série de recommandations qui étaient toutes d'une étonnante faiblesse. Et entre autres, cette recommandation qui n'a jamais été suivie, que l'ONU même commande un forum annuel des membres, des sociétés civiles. Ça ne s'est jamais fait. Quelques années plus tard, naissait le Forum social mondial. Donc quelqu'un avait compris. Et je trouve qu'à l'heure actuelle, un des problèmes qu'on a face à cette crise, c'est qu'on n'est plus capable de penser l'ensemble. On ne pense qu'un Bretton Woods 2, qui est, à mes yeux, une solution perdue d'avance, entre autres choses. Merci beaucoup. Le dernier mot pour l'OCDE. Très bien, je vais être très très bref. D'abord pour dire que, ça va peut-être vous étonner, quand on se pose la question de est-ce qu'il faut des solutions orthodoxes ou hétérodoxes, etc., je suis tout à fait d'accord avec l'intervenant qui a eu tout à l'heure. Il faut avoir l'esprit très ouvert. Nous pensons au centre de développement qu'on n'est pas dans une crise qui est simplement financière ou simplement économique, mais bien dans une crise cognitive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce qu'on croyait théorisé, établi, etc., peut être remis en question. Il y a donc un espace très très grand de partout pour apporter des idées nouvelles ou pour revisiter les idées anciennes, ça c'est sûr. Lorsqu'on parle de cela, il faut garder en tête évidemment ce qui a été souligné tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'États, à commencer par les pays de l'OCDE, appliquent désormais le « faites ce que je dis et ne faites pas ce que je fais ». Donc rien que cela ouvre évidemment la voie à toutes les réflexions et à toutes les imaginations. Alors, deuxième point, je crois que j'ai insisté sur l'espoir qu'il y avait dans la coopération sud-sud. J'ai peut-être insisté un peu trop sur l'espace commercial. Je crois que c'est aussi un espace de savoir. Et là, on parle bien non pas de l'infrastructure pour la connaissance, mais bien de la connaissance elle-même. Et cet espace de savoir a tout à fait valeur à se développer, bien entendu,
à travers tous les Suds, mais pourquoi pas à commencer par les deux rives de l'Atlantique. Et puis, dernier point, le centre de développement de l'OCDE, on l'a dit tout à l'heure, est ouvert à l'OCDE et aux pays qui ne sont pas des pays OCDE. Nous pensons que les leçons doivent être de tous les côtés du monde aujourd'hui. On est dans un monde mondialisé, en plus on est dans un monde en crise. On a la chance, Monsieur Lalimi le sait parce qu'il nous a fait l'honneur de nous rendre visite récemment, de pouvoir bénéficier de témoignages exceptionnels venus de pays qui, dans d'autres lieux, auraient été considérés comme des pays en développement et que nous considérons simplement comme des exemples qui aujourd'hui, dans un monde qui est perdu, qui a besoin d'idées nouvelles, peuvent enrichir un débat non seulement vers les pays dits en développement, mais un débat mondial. Et donc on espère bien qu'effectivement cette solution par la connaissance viendra de tous les points du monde. Voilà, merci. Merci beaucoup. Je vous demanderai peut-être, si vous l'acceptez, de développer un petit peu plus les derniers slides dans ce sens-là, parce que comme ça, il n'y aurait aucun doute qu'il ne s'agit pas d'une vision traditionnelle. Et c'est justement sur l'espace du savoir que je veux terminer ces échanges. Les objectifs de développement du millénaire, qui sont un petit peu le drapeau du développement, ont une dimension politique, elle est claire, onusienne, et non seulement. Monterrey a été la seule occasion où toutes les organisations étaient ensemble, pas pour la photo, mais pour la préparation, la seule, donc c'est vraiment pas assez. D'un autre côté, il y a l'élément financier, et on a évoqué ici les promesses non tenues, mais elles ont été faites en ce qui concerne l'aide, les fameux 0,7%. Ce qui a été oublié jusqu'à récemment, et nous avons fait une conférence à mon institut de recherche tropicale au Portugal avec l'Université des Nations Unies et la communauté des pays de langue portugaise en insistant sur l'élément connaissance. Connaissance appliquée, pas connaissance abstraite. Donc un petit peu une stratégie de Lisbonne qui ne nous fasse pas sourire ou pleurer parce qu'elle n'est vraiment pas mise en œuvre ni par les États ni par la Commission. Et si l'on pouvait conclure que cet espace transatlantique se fera, s'il se fait par la connaissance, et c'est pour ça que j'ai parlé des instituts de prospective, puisqu'on ne peut pas avoir une connaissance de nos jours qui ne se soit pas établie sur des données. Je vous ai déjà dit, il n'y a pas de données sur la connaissance internationale, avec les deux exceptions de l'OCDE et de l'Organisation des États islamiques. Donc si on arrive à élargir un peu la base de connaissances, et si on en profite pour en discuter autour d'une table avec le talent dont vous avez fait preuve aujourd'hui, eh bien moi je crois que notre cher hôte sera content, et ça, évidemment, c'est un élément, ce n'est pas le seul, mais c'est un élément pour que nous fassions cet effort. Je vous demande de remercier les orateurs, le staff, tout le monde qui a eu de la patience, et d'aller prendre le café.